ma femme qui est là, ma maman, mes deux fillettes, camarades de promotion. Salut. Si nous sommes là ce matin, c'est dans le cadre de la présentation et la soutenance de notre mémoire de sortie en sciences juridiques pour l'obtention du grade de licencié en droit. Ce qui constitue pour nous une étape cruciale dans notre parcours universitaire. Monsieur le Président et les honorables membres du jury, nous sommes en période de vacances d'été, et de plus, on est le dimanche 3 août 2025, premier dimanche du mois d'août. Ça dit beaucoup pour nous, puisque en ce moment, vous pourriez être à l'étranger, vous êtes en voyage. Et comme c'est le premier dimanche du mois, vous pourriez être également à l'église. Mais de référence, vous acceptez d'être là pour faire ce travail au premier important. Je vous en remercie. Monsieur Serville-Franche, cher encadreur, quant à vous, je vous dis merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté de m'accompagner à réaliser ce travail. Merci pour votre sens de leadership. Monsieur le Président et les honorables membres du jury, le travail que nous présentons aujourd'hui et que nous voulons soumettre à votre appréciation et analyse porte sur la problématique de la peine des travaux forcés en Haïti, et c'est pourquoi il est intitulé « L'application des peines de travaux forcés en Haïti, obstacles, enjeux et perspectives ». Et nous avons pris le cas des condamnés aux travaux forcés qui se trouvent actuellement à la prison civile des Cayes pour la juridiction du tribunal de instance de Saint-Denis. Et la période c'était de 2022 à 2024. Avant d'entrer d'emblée dans le vif du sujet, Monsieur le Président et honorable membre du jury, permettez que nous définissons ce que c'est le travail forcé. Eh bien, travail forcé selon Guinchard Serge, à travers le lexique des termes juridiques, le travail forcé c'est tout travail exigé de l'individu en contrepartie d'une condamnation pénale. Autrement dit, les travaux forcés ici relèvent d'une décision de justice et c'est une mesure de privation de liberté accompagnée d'une obligation de travail sous le contrôle d'une autorité publique. Ce qui la distingue évidemment de travail forcé prohibé au sens international à travers la Convention numéro 29 de l'Organisation internationale du travail, OIT. Et cette peine est encadrée dans son application par la justice et la Constitution. Monsieur le Président et mes honorables membres du jury, si la Constitution autorise une norme, si la Constitution autorise une norme et que le droit international condamne, le juriste ne peut se contenter de constater, il doit questionner. Monsieur le Président et honorable membre du jury, l'article 21.1 de notre Constitution dispose, et nous citons, une instance est puni de la peine de travaux forcés à perpétuité et sans commutation de peine. L'article 21.1 de la Constitution. Donc, pas d'amnistie, pas de grâce présidentielle. En fait, cette peine ne peut pas être atténuée. Aussi, nous allons nous référer au code pénal haïtien. Que dit le code pénal haïtien qui précise comment cela doit se faire? Et on va au code pénal en ses articles 15 et 16 que je vais lire dans très peu de temps. L'article 15.
Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux publics. Je continue. Les femmes et filles condamnées aux travaux forcés, nous sommes à l'article 16, n'y seront employées que dans l'intérieur des maisons de force. Vous savez, mesdames, messieurs, que le code pénal parle également de la peine de travaux forcés à temps. Et quand on parle de travaux forcés à temps, ça peut commencer à le niveau minimum, c'est de 3 ans. 3 ans, travaux forcés à temps, jusqu'à 15 ans. De même, le travail forcé peut se faire également à perpétuité. Là, nous sommes aux articles 7.2 et 7.1 du même code. 7.2 et 7.2 si vous voulez. D'où le cadre constitutionnel et pénal et légal, disons, de notre recherche, mesdames et messieurs. Or, le constat est clair. Effectivement, des décisions de justice continuent encore jusqu'à présent d'envoyer des gens, des criminels, des malfrats, purger leur peine à la prison civile des Cayes pour des peines, pour des infractions qu'ils ont commises. Ok? Ils sont condamnés aux travaux forcés. Ils se trouvent là-bas. Certains d'entre eux, effectivement, peuvent déjà être libérés. Certes, ils ont purgé leur peine. Mais beaucoup d'entre eux sont encore là, à la prison. Et cette semaine, la semaine qui vient d'écouler, eh bien, on a assisté à une session d'assises au tribunal de l'échange des Cayes où on a passé en revue plus d'une trentaine d'accusés. La plupart d'entre eux ont été libérés, mais vous le savez, il y a bien d'autres qui sont condamnés au travail forcé. Alors, c'est relativement à notre code de code pénal haïtien. Monsieur le Président et honorable membre du jury, pourquoi ce sujet et non pas un autre? Pourquoi ce sujet et non pas un autre? Eh bien, alors nous devons attirer votre attention pour vous dire que depuis un certain temps, je travaille au parquet des Cayes. Et après 4 ans après, et là nous sommes en 2018, donc j'ai été commis par le chef, et c'est moi qui suis responsable de l'ensemble de dossiers. Il faut dire que, en fait, tous les dossiers des prévenus, donc nous les connaissons. Nous connaissons tous les dossiers. Et je dois vous dire que également, donc, à part les dossiers, vu notre rapport, vu notre performance, vu votre tâche, c'est nous également qui sommes responsables de fournir des rapports au ministère. Donc là, nous sommes obligés de nous rendre à la prison pour recueillir les informations, donc pour savoir comment ça marche. Donc nous avons une idée de combien de condamnés qui sont là-bas, etc., etc. Donc non seulement nous avons leur dossier, mais également, assez souvent, nous parlons avec eux, donc nous avons une idée de la situation. Donc, nous avons rencontré les détenus et nous avons aussi les dossiers, comme je l'ai dit tantôt. Monsieur le Président et honorablement le jury, le code pénal est l'application stricte. Pourtant, en dépit du fait que les décisions de justice ne cessent de condamner des gens au travail forcé, nous constatons que les détenus assujettis à cette peine passent le temps d'incarcération certes, mais sans pouvoir un jour effectuer le travail forcé jusqu'à purger leur peine en toute illégalité. Monsieur le Président et honorablement du jury, face à cette situation aussi délicate, notre curiosité nous pousse à aller chercher les causes de la non-application de cette peine. Et à cela, nous avons pris des cas des condamnés aux travaux forcés détenus à la prison civile des Cayes entre 2022 et 2024. Monsieur le Président et honorablement du jury, pour réaliser ce travail de recherche, nous avons posé une question principale et deux autres questions spécifiques qui sont les suivantes. Question principale.
Quels sont les obstacles liés à l'application de la peine de travaux forcés dans les centres carcéraux en Haïti, notamment au sein de la prison civile des Cayes? C'est la question principale. Question spécifique. En quoi une application réelle et effective de la peine de travaux forcés constitue-t-elle un manque à gagner pour l'État haïtien et pour la société haïtienne en général? Notre deuxième question spécifique, comment l'application de la peine de travaux forcés pourrait-elle contribuer à la réinsertion sociale des condamnés en Haïti? Eh bien, en vue d'apporter une réponse à cette question de recherche, mesdames, messieurs, monsieur le président et membres du jury, nous avons formulé l'objectif suivant qui consiste à 1. Déterminer les obstacles et enjeux tant institutionnels que pénaux qui impliquent l'application des peines de travail forcé dans son intégralité en Haïti. Ensuite, nous avons fixé 2 objectifs qui sont les suivants. 1. Montrer que l'application des travaux forcés par les condamnés en Haïti entraîne un manque à gagner pour l'État qui ne tire aucun profit dans la prison. Au contraire, avec les taxes collectées des paisibles citoyens, l'État dépense de fortes sommes pour nourrir les condamnés. Ces condamnés. Ces fonds pourraient être investis dans des projets ambitieux, construire des routes, construire des hôpitaux, des écoles, des édifices publics, etc. Et nous en passons. Monsieur le Président et honorable membre du jury, vous savez que tout travail de recherche, pour être scientifique, doit être vérifiable selon les données et les méthodes continues connues de la science humaine. Et pour amener à point ce travail et apporter une réponse à nos questions, nous avons recouru à la méthode éducative basée sur une approche qualitative. Ceci dit, pour mieux appréhender cette situation, la situation des condamnés à des peines de travaux forcés dans la juridiction du tribunal de Renaissance des Cayes, nous avons mené plusieurs entretiens. D'abord, auprès des autorités judiciaires, au niveau du greffe du tribunal de Renaissance des Cayes, au niveau du greffe du parquet où je travaille à Bordeaux. Nous avons été également à la DAP. Et là, on s'est entretenu avec le responsable de la DAP, tout comme on a parlé au commissaire du gouvernement, etc. Ainsi, au vœu et conformément à cette méthode, nous partons des faits et d'observations spécifiques pour aboutir à une généralité. En guise de réponse, Monsieur le Président et mes honorables membres du jury, nos entretiens nous permettent de déceler des points qui sont à la base de la non-application des travaux forcés en Haïti. C'est le cas notamment. Et là, tout le monde va être d'accord avec nous. Voilà. Donc, des prisons non appropriées à l'application des peines de travaux forcés en Haïti, des prisons non appropriées, d'un manque de moyens matériels et logistiques au sein de la DAP, de budget insuffisant à la DAP, d'évasion spectaculaire et répétitive des condamnés, de prolifération d'armes illégales en circulation, vous le savez, et enfin du phénomène d'insécurité généralisée que nous connaissons actuellement dans le pays. Monsieur le Président et mes honorables membres du jury, en étant compte tenu des entretiens que nous avons réalisés, cela nous montre des faiblesses systématiques de la justice pénale dans l'application des peines de travaux forcés, comme le prédit la loi mère, la charte fondamentale de la nation. Ce travail de recherche, mesdames, messieurs, monsieur le Président et membres du jury, est divisé en 2 parties, où chacune d'elles est scindée en 2 chapitres, et ces derniers sont, vous savez, donc, à leur tour divisés en sections, institutions, etc. À la première partie, Monsieur le Président et honorable membre du jury, nous présentons les fondements théoriques et historiques de la peine criminelle avant et après l'apparition de l'État. Donc, ensuite, au premier chapitre, nous expliquons l'évolution de la peine criminelle et le mode de fonctionnement des organes juridictionnels à travers les âges et
deuxième partie, deuxième chapitre, disons mieux, va montrer comment la justice pénale, incluant le rôle de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre les auteurs des infractions, ont évolué et nous avons passé en revue certaines sociétés de l'Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, contemporain, etc. Au niveau du troisième chapitre, Monsieur le Président et mes honorables membres du jury, nous abordons les obstacles liés à l'application effective de la peine de garde forcée en Haïti et enfin, nous analysons et soumettons un ensemble de propositions telles que la nomination des juges pour l'application des peines, des cadres professionnels devant aider à la réinsertion des détenus, des condamnés une fois acquittés à leur peine, travail social, etc. Donc, application d'une sanction pénale afin de protéger les différents protagonistes des drames criminels. Investir dans l'amélioration des structures pénitentiaires pour prévenir des infractions, des évasions spectaculaires au niveau des prisons. Autrement dit, il s'avère nécessaire de penser au renforcement des capacités des infrastructures pénitentiaires. Enfin, nous nécessitons un ajustement de peine pouvant inclure des formes modernes de travail correctionnel à travers une réforme législative. L'espace logeant la prison civile des Cayes étant trop coincé, mesdames, messieurs et membres du jury, il va falloir élargir l'espace ou en envisager d'autres afin de mettre des ateliers de travail et d'apprentissage en vue de favoriser la réinsertion sociale. Monsieur le Président, mes honorables membres du jury, pour réaliser ce travail de recherche ô combien important, vous le savez, dans notre parcours professionnel, nous avons recouru parcours des livres, des journaux, comme Nouvelliste par exemple, à Hippopos, etc. Et nous avons raconté des acteurs clés du système judiciaire, comme nous l'avons cité tout à l'heure. Conclusion. Mesdames, Monsieur le Président, honorable membre du jury, vous savez que la perfection n'existe pas. Ça n'existe pas. À vrai dire, nous n'avons pas la prétention de produire un travail parfait. Nous avons des limites. Nous avons nos limites, si vous voulez, que nous n'ignorons pas. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour la mise en examen de ce travail de recherche que nous croyons fermement qu'à travers vos remarques, vos suggestions, vous allez nous aider grandement et aucun détail n'échappera à vos yeux. Et pour finir, Monsieur le Président, honorable membre du jury, nous terminons avec cette question pour dire à l'avenir, ne faudrait-il pas réviser la peine de garde forcée en Haïti? Merci pour votre attention. Bien. Rien sur les détenus, les condamnés à des travaux forcés. Pas de chiffres. Combien ils sont dans la prison civile de Cayes? Combien de femmes, combien d'hommes? Bien. Nous sommes en droit. Ce qui est avancé doit être. Effectivement, ici, nous n'avons pas précisé, mais c'est pour ce que nous ne l'avons pas dit textuellement. Nous ne l'avons pas dit textuellement. Mais si vous voulez porter plus d'attention, page isolée des détenus, etc. Et nous admettons que c'est pas écrit, c'est pas dit. C'est pas écrit, c'est pas dit. C'est pour ça que nous sommes là ici aujourd'hui, ce matin. Comme nous l'avons signalé tout à l'heure, aucun détail n'avait échappé à vos yeux.
est là pour avancer, on est là pour apprendre. Effectivement, il n'y a pas ça. Mais pourtant, l'objet d'étude, c'est. Oui, ça accepte. On prend le soin uniquement de parler des condamnés en général, c'est condamné, mais pour le travail forcé, c'est pas. Donc, l'objet d'étude n'est pas abordé. C'est pas abordé dans une certaine mesure. Autre chose. Là, je parle de la limite temporelle. Non. Le temps des études. C'est de 2022 à 2024. à 2024. Ok. Mais j'aimerais avoir certaines précisions sur le nombre de mois pour l'année 2022, l'année 2023, l'année 2024. C'est chaque mois, chaque année qu'on voit 12 mois. 12 mois. Donc c'est 12 mois pour 2022, 12 mois pour 2023, 12 mois pour 2024. Mais il y a un problème au niveau de l'année de 2024. C'est que l'enquête se fait en janvier 2024. Si vous vous référez justement au tableau 42, par exemple, 42, figure 1. Source, consultation des registres du parquet et du TPI détail le 3 janvier 2024. On continue. Page 43. Figure 2. Source, consultation des registres du parquet et du TPI détail le 7 janvier 2024. On continue. 44. Figure 3. Source, consultation des registres du parquet et du TPI détail le 16 janvier 2024. Oui. Donc c'est en contradiction avec ce que vous venez d'avancer. Et il faut remarquer également que notre méthode, c'est une méthode inductive, mais basée sur une approche qualitative, pas quantitative. C'est la qualité qui compte. C'est sur ça que c'est basé sur la travail. Donc, vous pourriez avoir la quantité seule, mais la qualité nous intéressait pour nous dessus. C'était la qualité civile, c'est une approche qualitative que nous avons réalisée. Oui, je comprends. C'est-à-dire que notre étude se situe entre 2022 et 2024. Et vous tenez compte, je m'excuse, de 12 mois, les 12 mois de l'année. 12 mois de 2022, 12 mois de 2023, 12 mois de 2024. C'est ce que vous venez d'avancer. Or, dans l'étude, c'est que l'enquête a été menée en janvier 2024. Donc, on n'a pas, l'étude ne s'étend pas même sur un mois pendant l'année 2024. Alors que c'est délimité de 2022 à 2024. Nous avons besoin qu'il pourrait faire des mots. Vous avez oublié que nous avons travaillé sur une approche carbonique. Vous abordez justement l'application des peines que nous avons pensées en Haïti. Et vous vous rendez compte que l'application de ces peines n'est pas assurée. Ce n'est pas appliqué, la peine des enfants. Mais ce serait intéressant d'avoir un point de vue historique de l'inapplication des peines des travaux forcés en Haïti. Parce que ça n'a pas toujours été ainsi. À ce que je sache, de ma petite enfance, j'avais l'habitude de voir des prisonniers nettoyer les rues.
Donc, ce serait intéressant de savoir quand est-ce que cela a commencé, quand est-ce que cela n'a pas été appliqué et pourquoi. Donc, l'historicité de cette application des peines nous ouvrirait justement des yeux sur le changement qui s'effectue au niveau justement de l'application des peines. Et il n'y a pas ça, malheureusement. Ensuite, pour la question de méthodologie. Plus précisément, dans la question de l'échantillonnage. Parce que c'est quoi l'échantillonnage? C'est le fait justement de choisir dans une population quelconque un ensemble d'individus et ces individus-là, on va les interroger, on va les observer, etc. dans le cadre d'une recherche. Vous vous contentez justement de mentionner de manière très vague la question de l'échantillon. C'est-à-dire, donc, j'ai interviewé certains acteurs du parquet, le personnel de la prison, etc., etc. Mais vous n'avez pas précisé le nombre de personnes que vous avez interrogées au niveau du parquet, au niveau de la prison civile des Cayes, etc. Or, c'est très important d'avoir l'échantillon, le nombre d'individus que vous avez choisi pour mener l'enquête, pour interviewer. Mais ce n'est pas mentionné dans l'étude. Mais pour le simple fait qu'il s'agit d'une approche encore qualitative, et alors qualitative, et c'est entretenu avec les responsables, les personnes clés, les personnes sources, pour vont nous fournir les informations. Donc, au tribunal, je crois que ce n'était pas nécessaire d'interviewer tout le monde. Selon moi, je pensais que ce n'était pas nécessaire d'interviewer tout le monde, mais le fait de rencontrer le responsable du greffe du TPI, je crois qu'elle serait en mesure de nous fournir les informations gazées. Et c'est comme ça qu'on a fait lorsqu'on s'est entretenu avec cette personne. Donc, venez ici pour dire qu'on a parlé avec 5 commissaires. Nous pensions que ce n'était pas nécessaire. Voilà, arrivé ici, vous venez nous apprendre que c'était bon. Donc, je vous en remercie. Oui, et c'est très important, justement de quantifier le nombre de personnes que vous avez interviewées, c'est très important. Et ensuite, c'est pas précis encore dans l'étude, la méthode que vous avez choisie pour choisir les enquêtés. Parce qu'on pourrait les choisir par hasard ou par choix raisonné selon les critères déterminés. Donc ce serait intéressant justement dans le cadre méthodologique justement de préciser tout ça. Ensuite, et les détenus. Est-ce que vous avez interviewé les détenus? Oui, je l'ai mentionné, ceux qui sont condamnés à la prison. N'oubliez pas que, en tant que responsable du greffe, moi qui suis responsable de fournir les rapports, fournir les rapports au ministère. Nous avons parfois avec les détenus, particulièrement les condamnés. C'est à partir de ça qu'on a constaté qu'il
n'ont pas en situation d'exécuter la peine de garde forcée. C'est ça, mais. Combien de condamnés? C'est mentionné. Non, c'est pas mentionné. Alors, c'est mentionné le nombre de condamnés. Vous avez attiré mon attention sur ça tout à l'heure. Oui, il y a des condamnés, mais il faut dans le procès, c'était déjà discuté. Les condamnés, vous avez interviewé vous-même. Ah. C'est ici. C'est avec. Ok. Est-ce que justement, toujours dans le cadre de l'idéologie, la question de technique de collecte de données. Vous avez fait le choix de la technique d'entretien. Et dans votre exposé, vous avez parlé des prisons qui devaient être. Et là, c'est un moment là. Nous avons signalé au bout de l'exposé. Nous avons dit que ça a été une méthode inductive basée sur une approche qualitative. Les données des observations étaient intéressantes. Donc, on s'est basé sur ça en quelque sorte. L'observation, on a constaté, on a observé que ces gens ne travaillent pas, n'exécutent pas le travail forcé. Et c'est à partir de ça que c'est ce qui nous a attiré à pour choisir ce sujet. Et justement, c'est ça qui nous a tenu à cœur. Tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce travail de recherche, c'est important de préciser les techniques de collecte de données. C'est très important. Et ensuite, si on choisit la technique d'observation, il faut qu'il y ait une grille d'observation. Ça marche de pair. Ça n'a pas été précisé, la technique d'observation. Ensuite, il n'y a pas de grille d'observation. Donc, cela dit clairement qu'il n'y a pas d'observation. C'est clair. Avançons. Ensuite, dans votre exposé, vous avez parlé des budgets de la date qui n'est pas suffisant. Est-ce que vous pouvez nous préciser le montant du budget de la date? Alors, c'est pas les données que nous avons en main. Mais c'est au cours des entretiens que nous avons eu avec les responsables d'État, notamment l'inspecteur Azor. C'est lui qui nous a donné ces informations. Il a dit que le budget attribué à la DAP, c'est pas bon du tout, parce qu'au contraire, il meurt de faim. Vous voyez? Donc, le constat est clair. Excusez-moi un instant. Vous, en tant que. Permettez à ce que vous, en tant que. Excusez, en tant que responsable des droits humains, très souvent, j'ai remarqué votre présence à la maison. Non. Non. J'avais demandé la. C'est avec le petit pied là. Donc, pour les
responsable de droits humains, assez souvent, il demande de l'aide. Le responsable de la DAP aussi, les différents commissaires du gouvernement qui se sont succédés, ils demandent de l'aide pour donner à manger aux détenus. Donc, alors que nous avons un État, les responsables sont là, qui devraient s'assurer que cela se fasse. Malheureusement, en réalité, c'est pas ce qui est fait. Donc, par jour, les détenus doivent manger. Je ne vais pas dire 3 fois par jour, mais au moins, ils doivent trouver à boire et à manger. Mais ce n'est pas fait. Souvent, ils meurent. Ils meurent souvent. Donc, c'est pour que, qu'en dépit de l'aide apportée à ces détenus, et qui disait l'État, il donne quelque chose, et pourtant il meurt de faim. Donc c'est pour que le budget est suffisant. Alors, le budget est suffisant. Il fallait donner beaucoup plus pour que ces gens puissent trouver à manger, etc. Donc, le local, le lieu où se trouvent ces gens, c'est pas l'espace où on devrait loger les gens. Vous évitez de nous dire trop, mais c'est ainsi. Parce que il y a des cellules, quand il pleut, on se demande comment que font ces gens quand il pleut. Et ils connaissent une situation de promiscuité. Donc la situation, c'est vrai qu'ils sont incarcérés, mais ce n'est pas comme du tout. Donc, les responsables devraient s'assurer que ces gens, au moins, ils trouvent une situation plus ou moins. Je me rappelle avoir assisté à une formation à Port-au-Prince, au Caribé. Il y a une intervenante qui disait, alors il a dit ça en plus Jean, regardez nous qui faibles, Jean, regardez nous qui faibles, la caillou, notamment dans la parole de prisonniers, c'est comme ça qu'ils ont tout. Il n'y a pas de français, mais c'est ça, c'est comme ça. C'est-à-dire, la situation n'est pas correcte du tout dans la prison. C'est pas correct. Donc, il faut que quelque chose se fasse pour ces gens. Sur ce point, entendre un responsable de la prison parler du budget est une chose, voir, analyser le budget en est une autre. Oui. Parce que vous faites un travail scientifique. Vous devez être capable d'avoir le budget et faire votre propre analyse sur le budget. C'est le but. Ensuite, c'est bien, vous avez choisi la technique d'entretien, vous avez mené des enquêtes, vous avez des données tirées des entretiens, etc. Mais comment vous analysez ces données? Avec quelle méthode? Parce que ce n'est pas mentionné dans l'étude. Or, c'est très important. Quand on a des données, il faut qu'il y ait une méthode d'analyse des données. Il y en a plusieurs, bien entendu. Il y a la méthode Christelle, simulation, l'analyse de contenu, etc. Mais, je n'ai pas vu mentionner la méthode d'analyse dans le document. Je ne sais pas si je me trompe. La nomination des juges pour l'application des peines, Jacques. Ok, application des sanctions afin de protéger les différents protagonistes du drame criminel. Investir dans l'amélioration et infrastructures pénitentiaires pour prévenir les évasions spectaculaires. Donc c'était ça en quelque sorte qui ont guidé notre travail de recherche. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que je vais de vous citer quelques méthodes d'analyse qui font partie justement des études
qui choisit la méthode qualitative. Vous choisissez la méthode qualitative. Et les exemples que je viens de vous donner sont cadrés avec la méthode qualitative. Donc, l'approche inductive, la méthode qualitative, n'exclut pas le choix de la méthode d'analyse des données. Et c'est obligatoire, c'est indispensable. Encore, j'ai un autre problème avec le problème de clarté, bien entendu, au niveau justement de la présentation des données. Parce qu'il y a tout un amalgame au niveau justement du travail. Parce que je n'arrive pas à distinguer la revue de littérature de le sujet et la présentation des données proprement dites. Parce que la revue de littérature, effectivement, il y en a. Mais quand est-ce qu'on finit avec la revue de littérature et quand est-ce qu'on passe justement à la présentation des données, donc c'est pas assez clair dans le travail. Okay. Parce que c'est quoi une revue de littérature? La revue de littérature, c'est une synthèse justement des connaissances sur un domaine quelconque. Donc c'est lorsque justement on fait une enquête documentaire, on fait une extension justement des écrits dans le domaine pour présenter le sujet dans ses différents aspects, mais d'une manière intelligible. Mais au niveau justement de l'étude, il y a un problème. Il y a un problème. Ensuite, pour la présentation des données, vous avez mené des enquêtes, des entretiens, etc. Vous avez des données. Mais ce serait intéressant, dans une partie du travail, de faire la présentation des données. C'est-à-dire de présenter d'une manière intelligible, de manière à ce que n'importe quelle personne lambda puisse comprendre ce qui est tiré justement des enquêtes. Mais là encore, c'est pas clair du tout. D'accord. D'accord. D'accord, ok. Bon, je m'arrête là. Merci. Merci. Alors, c'était un bâtiment. Oui. Le petit est dans son rôle. Oui, bon, je veux que vous l'avez avec. Il est là pour ça. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est là en droit ou c'est là en gauche. mais il est là pour ça. C'est son rôle. D'accord? Et c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Yes. Bien. À présent, je vais passer la parole à coordinateur. Je ne sais pas si vous voulez. D'accord, monsieur le coordinateur, vous avez la parole. Salutations. Travail, salutations également à l'équipe. Salutations également à l'équipe. Alors, d'abord, nous devons remercier il a apporté beaucoup d'éclairages. Il y a des choses avec lesquelles nous sommes d'accord. Il est capable de faire on doit être amené à s'équiper. Il y a également des choses pour lesquelles nous sommes pas d'accord. Par exemple, il va commencer à voir avec la méthodologie. Alors, dans le cadre de la méthodologie, il y a des choses effectivement qui ont été faites, mais malheureusement, quand on a demandé, par exemple, moi-même j'ai demandé à l'impétrant, surtout à Jean-Yves, parce que le travail, ça a été un travail qui a été fait en 124 pages, je crois. Il m'a soumis un document de 124 pages. Je lui avais demandé d'enlever certaines choses, surtout dans le chapitre 1, parce qu'il avait fait beaucoup de choses, évolution de la prison, etc. Oui. Il lui avait dit d'enlever certaines choses, mais il est allé dans la méthodologie pour enlever certaines choses. C'est pour cette raison, même moi-même,
Je m'attendais à voir ces choses ce matin, par exemple. Effectivement, il devrait y avoir une observation. Il avait mentionné ça dans le travail. Il y avait également un guide d'analyse des données, parce que quand on fait de la recherche qualitative, il faut mentionner le guide d'analyse des données. Et puis, il y avait un tableau, je crois avoir vu ça, je ne sais pas si je me trompe, c'est surtout au chapitre 3 où il avait mentionné toutes les personnes qu'il avait, avec qui il avait réalisé des entretiens, la durée des entretiens, etc. Mais malheureusement, il avait mentionné ça, mais je crois qu'il a enlevé ça, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être dans le souci de réduire le nombre de pages, mais malheureusement, il a fait ça très très mal. Il y avait ça. Mais pour le nombre pour la revue de littérature, et quand on avait un cadre théorique, et avec M. Marcelo, on avait beaucoup discuté ça la semaine passée. Alors, généralement, on s'est entendu, surtout M. Marcelo nous avait dit ça, et à l'UEH surtout, par exemple, généralement, on trouve des introductions, dans le travail des étudiants, on trouve par exemple une introduction avec 16 pages. L'étudiant, il fait de la revue de littérature, la présentation de l'objet d'études, la problématique, tout ça, ça donne une introduction avec 16 pages, et généralement, quand on va à la conclusion, on trouve 3 pages. Dans les soucis de réduire l'introduction, on commence à enlever certaines choses qui ne sont pas très nécessaires. Par exemple, la revue de littérature, on a dit par exemple, pour les travaux de licence, ce n'est pas maintenant obligatoire, on commence à s'en passer, mais pour la maîtrise, le doctorat, on existe, d'accord? Moi, je ne sais pas si le président est d'accord avec ça, si on avait effectivement discuté là-dessus. C'est pas une obligation, c'est un choix. Oui. Alors, en fait, est-ce que c'est, si on a une littérature, est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Donc, on peut avoir une littérature, on peut aussi avoir un cadre théorique. Exactement. C'est pour cette raison. Oui, on peut faire ça parce que généralement, ça rend le travail un peu trop volumineux. Alors, bref, donc c'est pour vous dire que. Alors, en ce qui concerne. Alors, moi-même, je vais beaucoup plus m'attarder. Alors, les mentions concernant la forme ont été faites. Il y a certaines choses, comme nous disons tantôt, qui ont été effectivement soulevées à l'état critique. Mais en ce qui concerne le fond, c'est un travail très, très pertinent. C'est un travail vraiment, je pourrais dire, pas impeccable, mais c'est un travail qui est très bien rédigé en ce qui concerne le fond. Alors, en ce qui concerne les travaux forcés, là, c'est peut-être le vif du sujet. Quand on parle de travaux forcés, généralement, alors l'impétent, il nous a montré que, mais il y a deux catégories de travaux forcés. Alors, il y a des travaux forcés à temps et des travaux forcés à perpétuité. Ouais. Mais pour les crimes, par exemple, en ce qui concerne les... Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous devons nous référer... Alors, l'impétent Altidore, le monsieur Altidore, on va à la page 43. Le lecteur critique a beaucoup signalé ça à la page 43. Je voudrais que vous m'éclairiez un peu, c'est par rapport à la page 43. J'avais souligné ces auteurs de ces infractions non pu être appréhendées. Et vous avez mentionné 52 cas. 52 cas où une peine a été prononcée contre les délinquants appréhendés. Là, je me demande, alors ça c'est une question, pour ces 52 cas-là, est-ce que ce ne sont pas des peines criminelles, notamment des peines de travaux forcés qui ont été prononcées? Ben, je crois que oui. Je crois que oui, parce que nous avons fait l'étalage nous avons avancé des chiffres. Nous avons également avancé des pourcentages, tout ça. Et a été ici, donc ce n'est que dans 52 cas où les peines ont été prononcées par ces délinquants appréhendés. Des peines, bien entendu, des peines criminelles. Je crois que... Ouais.
Et maintenant, à la figure 4. Et ce taux représente 25,57%. D'accord. Voilà. Alors, sans vouloir m'attarder un peu sur les chiffres, parce que nous ne sommes pas en méthode quantitative, mais il est bon généralement de fournir les données consultées dans les registres des tribunaux, des archives, des greffes, etc. À la page 45, par exemple, là on est à la figure 4. Oui. Vous mentionnez sur les 103 condamnés recensés, 78. Alors là, est-ce que vous parlez de condamnés aux travaux forcés ou condamnés en général? Et là, nous parlons des condamnés. Parce que nous n'avons pas précisé. Nous n'avons pas précisé. Et si c'était des condamnés aux travaux forcés, on n'aurait pas à avoir ce chiffre. Ce serait moins. On aurait pu avoir 100, alors 50, 55 comme ça. Parce que nous, en tant qu'homme de terrain, parce qu'on a fait terrain, on se présente toujours à la prison. Nous voyons les condamnés. Nous connaissons ceux qui sont condamnés. Vous voyez? Bien entendu, ceux qui sont condamnés aux travaux forcés, que ce soit en matière de viol, assassinat et autres. Donc, ce serait moins, ce chiffre serait moins élevé. Donc, nous devons admettre ça par probité intellectuelle. Donc, je crois que nous croyons que c'est normal d'accepter ça et ça va nous permettre d'avancer. Alors, comme l'a si bien mentionné le critique, ce serait mieux de compléter le tableau avec le nombre de condamnés parce que vous avez les données sur vous. Oui. Alors, moi-même, c'est pour la première fois que je travaille avec des étudiants pour lesquels le sujet sur lequel on a travaillé, je ne suis pas d'accord. Alors, je dois dire ça franchement. Je ne suis pas un partisan des travaux forcés. Vous voyez? Alors, c'est pour cette raison que j'avais beaucoup de plaisir à entendre les pétrons. Parce que je lui ai fait toujours souvent mention de mes discordances, de mes points de discordance. Par exemple, quand on parle de travaux forcés, surtout nous sommes en matière de droits de l'homme. Oui. Dans les pays où maintenant les droits de l'homme sont en vogue, par exemple, et on a tendance à éliminer les travaux forcés. Par exemple, en France, si vous allez par exemple en France, vous n'allez pas trouver les travaux forcés. Généralement, on remplace la peine de travaux forcés par la peine de réclusion criminelle. Ouais, vous voyez, on a éliminé les travaux forcés. Les travaux forcés, alors là, on doit réformer le code pénal, puisque c'est déjà l'ordre du jour. Le nouveau code pénal, il ne parle pas de travaux forcés, parce qu'on enferme tout le monde au même endroit. Après avoir condamné un tel à 15 ans de travaux forcés et un tel à 9 ans de réclusion. Ils se trouvent au même endroit, ils ne font rien, ils se lèvent chaque matin dans la prison, ils se baignent, mangent, dorment, etc. Donc c'est pour vous dire que là, quand il m'a parlé quand nous avons abordé ce cas théorique-là, il m'a convaincu, mais de l'importance de ce travail, c'est un travail qui porte sur les travaux forcés, mais généralement, moi-même, comme je vous dis, en tant que criminologue, je ne suis pas d'accord avec les travaux forcés parce que les travaux forcés, ça ne contribue pas à la réinsertion sociale. Peut-être l'utilité de la peine, on voit l'utilité de la peine, la nécessité de la peine, et la justice surtout, parce que quand on inflige la peine doit être juste. Et pour être juste, la peine doit être infligée en fonction de la gravité de l'infraction. Mais aujourd'hui, cette question de gravité de l'infraction, ça ne tient plus. Pour les raisons que je vous avais signalées tantôt, par exemple, donc 5 ans de travaux forcés, par exemple, les peines de travaux forcés, surtout les peines de travaux forcés à temps selon l'article 19 du code pénal, c'est 3 ans à 15 ans. À 15 ans. Alors que la réclusion, c'est 3 ans à 9 ans. À 9 ans. Mais si on condamne quelqu'un à 5 ans de travaux forcés, eh bien, et un autre à 9 ans de réclusion, la personne qui est condamnée à 9 ans de réclusion va passer plus de temps en prison
et 5 ans de travaux forcés. Oui, oui. Alors que ces personnes-là, elles vont se trouver au même endroit sans rien faire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on pourrait faire 5 ans de travaux forcés à 9 ans de réclusion. Donc, l'impétent, il a assez bien mentionné, on doit soit cesser d'appliquer les peines de travaux forcés. Oui. Là, il faut réformer le code pénal ou bien adopter un nouveau code pénal. Ou bien si on doit continuer avec ce code pénal-là, alors là, on doit prendre des mesures pour permettre à ce que la peine de travail forcé soit appliquée. Alors là, je viens à ma seule question. Oui. Monsieur Alzidor, est-ce que vous pouvez énumérer pour nous, les membres du jury, les différents obstacles, parce que c'est important, parce que qu'est-ce qui fait que les peines de travail forcé ne sont pas appliquées? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés, mais qui empêchent l'application de la peine de travail forcé? Et en quelques mots, brièvement, quelles sont vos propositions? Eh bien, lors de nos entretiens avec les personnes qu'on s'est entretenues, eh bien, nous sommes conclus que c'est parce qu'il y a nos prisons ne sont pas appropriées, particulièrement la prison civile des Cayes. Il devrait avoir un espace plus approprié, plus élargi, équipé, tout ça, pour que les détenus, les condamnés en particulier, puissent purger leur peine. Il y a également un manque de moyens. Attends. Quand vous dites pour purger leur peine, est-ce que c'est pour leur peine de travaux? Ils ne pas leur peine ou bien? Non. Alors ce qui fait problème, c'est que le condamné passe le temps, la durée. Le condamné a passé peut-être, 15 ans, par exemple, 15 ans en prison, 15 ans emprisonné quelque part, de son centre, mais le travail forcé n'est pas fait. C'est ça le problème. C'est ce qui pose problème. Et si cela n'est pas fait, on se demande qu'est-ce qui pose problème. Et là, on a vu que la prison, ou bien encore nos prisons, ne sont pas appropriées à ça. D'ailleurs, vous allez voir plus tard que dans nos propositions, on a parlé pour qu'on nomme des juges pour l'application des peines. Pour qu'on nomme des professionnels, que ce soit des psychologues, tout ça, des travailleurs sociaux. Vous voyez? Donc, c'était très important pour que ces gens puissent se situer encore, se trouver dans un espace pouvant leur permettre d'infliger leur peine. Et ce n'est pas seulement ça. Nous avons parlé aussi d'évasion spectaculaire et répétitif. Vous voyez, c'est tout le temps que nos prisons, vous constatez que ce soit au Cayes, on se rappelle en 2010 comme ça, il y a à Port-au-Prince récemment, donc il y a des évasions spectaculaires. Et qui pisait, vous savez que nous vivons une situation d'insécurité généralisée. Faire exécuter des tâches de travail forcé à la prison, en dépit des ressources insuffisantes, je crois que ce serait très, très, très difficile. Et c'est pas sans raison qu'enfin, nous avons dit, à l'avenir, s'il ne faudrait pas réviser la peine de travail forcé en Haïti, parce que ça pose problème. Parce qu'il ne faut pas tout le temps prendre de toute façon, on est esclave de la loi, mais condamner des gens au travail forcé. Alors qu'en réalité, le condamné, le détenu, il passe le temps, mais le travail n'est pas fait. C'est vrai que c'est la loi qui le dit, mais nous sommes en matière pénale, vous savez mieux que moi, en matière pénale, droit lex sed lex, le droit pénal est d'application stricte. Le droit pénal n'est pas appliqué, c'est pas fait. Donc ça pose problème. Vous voyez, donc je crois que c'est ça.
Donc, vous n'êtes pas partisan. Alors, autrefois, autrefois, on avait mentionné surtout dans les ouvrages, lorsque l'on condamnait quelqu'un est condamné ou était condamné aux travaux forcés, cette personne-là était employée dans les travaux de curage. Oui, curage des routes, etc., etc. Mais pour le moment, mais est-ce que vous n'êtes pas partisan de ça? et en tant qu'artisan de la loi, à la vérité, je suis pour ça. Mais cependant, mon problème, c'est que cela ne se fait pas. Et malheureusement, nous continuons à appliquer, à utiliser notre code pénal, les articles 240, 47, les articles 200, les articles 15, 16. Vous voyez, nous continuons à envoyer des gens à faire quelque chose qu'ils ne vont pas faire. Donc là, on doit être clair avec soi-même. Donc il faut qu'il y ait une révision. Sinon, c'est pas correct. En conclusion, généralement, ici en Haïti, que ce soit les personnes qui sont condamnées à l'emprisonnement, peine correctionnelle, ou bien les personnes qui sont condamnées aux travaux forcés, peine criminelle, ces personnes-là se trouvent dans le même au même milieu. À la différence, c'est au niveau de leur dossier d'emprisonnement. Si on se rend au greffe des parquets, au greffe des tribunaux ou même au greffe de la prison, on va voir les dossiers. On va voir que cette personne a été condamnée au travail forcé et l'autre à la réclusion. C'est ça la différence tout simplement. Et c'est pas trop différent dans la mesure où il y a des gens qui sont condamnés à 2 ans. Alors, bon, on peut aller jusqu'à 6 mois. C'est des gens qui ont condamné à 6 mois d'emprisonnement en matière correctionnelle, par exemple. Ils se trouvent au même endroit. Un trafiquant, un assassin, vous voyez, ils se trouvent au même endroit. Donc, il y a presque pas de différence. Et la différence, c'est peut-être au niveau de leur dossier. Et pour finir, c'est ça seulement. Pour terminer définitivement, est-ce que vous pouvez établir la différence pour nous entre travail forcé et travail d'intérêt général? Ben, bon, après dire, le travail forcé, c'est les travaux forcés, c'est tout travaux exigés d'un individu en contrepartie d'une peine, disons, qu'il a commise. Vous voyez, d'une condamnation pénale, excusez-moi. Et le travail d'intérêt général, qu'on appelle la tige, normalement, ça devrait être la même chose, tige. Condamner au travail forcé pour faire quoi? C'est pas aller ou bien étant dans la prison, prendre des pierres, ramasser des pierres, aller jeter ça quelque part. Condamner au travail forcé, c'est permettre à l'individu, le condamné, de réaliser quelque chose qui peut être utile à la société. Par exemple, si on aurait à construire un édifice, un bâtiment pour une école quelconque, eh bien, ces gens qui sont condamnés aux travaux forcés pourraient être utilisés à construire les blocs, à construire les chaises, à fabriquer les chaises, excusez-moi. Ils participent aux choses de la vie, des choses qui vont être utiles à la société. L'intérêt général, c'est des choses qui vont être utiles à l'intérêt, à la chose publique. Vous voyez? Donc, en un mot, intérêt général, tige, le travail forcé, ce serait ça. Mais ce qui fait problème en Haïti, c'est que c'est pas fait. C'est pas fait. On se demande si on pourrait parler de travail forcé, de tige en Haïti. Parce que c'est pas fait. Pourquoi utiliser ce terme? C'est pas fait. Vous voyez? Donc, je crois que, bon, imaginez un instant, on aurait à
si on devrait, par exemple, voulu donner à manger aux détenus, eh bien, on pourrait envisager un espace et faire travailler les condamnés pour donner à manger aux autres détenus, aux gens qui se trouvent dans la prison. Avec ça, l'État n'aurait pas besoin de tout investir. On aurait même pu parler de manque de budget. Parce que il faut planter du maïs, ils pourraient faire ça, les condamnés. Donc, c'est des choses d'intérêt général en quelque sorte. Ils pourraient se donner à manger. Vous voyez? D'accord. Merci, Monsieur le Président. Bien. Ah, mais ça va après. Après, bon, vous voulez, justement. Solution. C'est vrai, vous avez un texte, c'est grammaticalement correct, mais en fait, est-ce qu'on peut appeler ça introduction parce qu'on ne voit pas la définition du sujet. On ne voit pas pourquoi ce sujet au niveau de l'intro. D'accord? Oui. Entre autres, on ne voit pas la définition du sujet, on ne voit pas pourquoi ce sujet. Et il y a plein de paragraphes, on se demande pourquoi, et bien, quels sont les rôles de ces paragraphes-là. Je vous invite à relire l'introduction et à nous présenter une introduction potable. D'accord? Potable. Merci. Pour la problématique, et j'ai envie de dire que vous avez passé à côté, mais heureusement, l'accompagnateur, il vous a aidé, mais l'accompagnateur n'est pas le répondant. C'est vous le répondant, c'est votre travail, ce n'est pas son travail. En fait, on ne voit pas la problématique dans votre travail. C'est vrai, il y a le titre, mais on ne voit pas la situation que vous avez décrite. Mais l'accompagnateur, lui, il a compris ça, il a fait le boulot. D'accord? D'accord. Donc, nous vous invitons à prendre note. Merci. À prendre note de l'accompagnateur concernant la problématique. Okay. Vous dites quelque part au niveau de la problématique, chez nous en Haïti, les prisonniers vivent pour faire de l'État. Vous connaissez un pays où les prisonniers ne vivent pas auprès de l'État? Et tout à l'heure, j'avais mentionné que... Pardon? Tout à l'heure, j'avais dit que si on a organisé les travaux forcés... Non, ce n'est pas ma question. Chez page 5, chez nous en Haïti, les prisonniers vivent auprès de l'État. Je voudrais savoir, c'est une question simple. Est-ce que vous connaissez un pays où les prisonniers ne vivent pas auprès de l'État, sur les faits de l'État? C'est oui ou non? Bon, non. Alors, il y a des pays, par exemple... À propos de lui ou bien il y a des pays, par exemple, si on prend la Suède, et le Danemark, etc., ces pays-là, où les prisonniers, ils vivent à leurs propres frais. C'est pour cette raison qu'on parle de prison sans barreau. Par exemple, pour ces pays, dans la prison, il y a des personnes qui sont enfermées ou qui sont en prison. Ces personnes-là ont en main la clé de la cellule. Elles vont à l'école ou bien au travail. Après, elles rentrent à 7 heures. À 7 heures, elles nettoient la cellule. Et elles reportent par exemple au travail. Merci, monsieur l'accompagnateur. Oui, c'est bien. C'est trop bas, trop plat. Que ça soit, ça c'est à l'oral, on ne dit pas ça à l'écrit. Que ça soit à l'oral, oui. À l'écrit, non. À l'écrit, c'est langage soutenu. D'accord? C'est pas familier. C'est pas familier. Que ça soit, ça c'est familier. Donc, c'est pas. On est aussi. Il y a plein de choses pour voir. Et on ne peut pas le temps de caractère 12. Vous avez un guide chrétien pour tout le monde. Le même guide chrétien. Pour tout le monde.
Annexe 15. Oui, on est là. Pour tout le monde, pour les condamnés, les chefs de prison, les CG et autres. Ben, c'est Mais non, c'est pas possible. chaque question en ce qui leur concerne. Oh non, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on a. Non, c'est pas comme ça. Non. Non. Si c'est par catégorie, il faut une grille de soutien par catégorie. Catégorie. D'accord? Oui, par catégorie. Pour les sujets, pour les détenus. Voilà. Donc, on va corriger. Est-ce qu'il y a des doigts? Nous allons corriger. Est-ce que c'est pas trop tard? Je ne sais pas. Nous allons corriger. Vous allez corriger? Oui, afin de fournir un travail parfait. Je dois souhaiter. Par 45, ah oui, l'apponateur vous a. Ok, c'est. Ok. L'apponateur, votre travail, c'est ça, c'est comment? C'est l'application des peines de vos forces en Haïti, obstacles, enjeux de perspective, car des condamnés pour forcer un cas sur la prison civile des cailles. Est-ce que la prison civile des cailles se présente quelque part dans le travail? Les détenus, Pas les détenus. Je parle de la prison civile des cailles, pas des détenus. Est-ce que vous avez voulu qu'on décrive la prison, comment ça? C'est important. Ok. C'est important. Ok. Ben, on fera ça également. Vous notez. D'accord. Ensuite, quelque part dans le texte, nous constatons que l'impétrant intervient en disant, en tant que partisan, nous sommes l'Université d'État d'Haïti, École du droit et des sciences économiques des CAI. Aujourd'hui, 3 août 2025, nous, M. Pierre-Brice Bartol, M. Waldy Maurice, M. Serge Pulfranche, respectivement président et membre du jury, choisis par l'École du droit et des sciences économiques des CAI, sommes réunis au local de la petite école 6 à Bergeau, local du lycée Jean-Claude Busse, en vue d'examiner et de sanctionner le mémoire intitulé l'application des peines de travaux forcés en Haïti, obstacles, enjeux et perspectives, cas des condamnés aux travaux forcés incarcérés à la prison civile des CAI pour la juridiction du tribunal de première instance de cette ville de 2022 à 2024, présenté par l'étudiant Jean-Rib Altidor de la promotion 2022-2024 et la promotion 2014-2018 en vue de l'obtention du grade de licencié en sciences juridiques. Après avoir entendu l'exposé oral de l'étudiant et lui avoir posé des questions, envisager ces moyens de défense provisoirement concernant le style, la forme et le fond de la rédaction, avons décidé d'abord d'admettre le dit mémoire. Et après délibération en chambre du conseil, de lui octroyer la note 78 avec la mention bien et les précédements du jury. Ce qui confère à l'étudiant Jean Altidor le grade de licencié en droit. De toutefois, avant de laisser clos et signer le présent verbal qui sera conservé aux archives de l'école à quelle fin que de droit. En vertu des pouvoirs à nous conférés par le Conseil exécutif de l'UEH, nous vous déclarons licenciés en droit pour jouir les droits et privilèges accordés à ce grade.